en dehors de la conclusion ne commence par un connecteur logique, quel qu'il soit. Même en wolof, ça ne marche pas. Ndaxte ba ma ñëwee seen kër loo fa wax lu xew avant wante ba ma ñëwee fekkuma la fa ñëwoon naa seen kër wante fekkuma la fa waaye bien xaalis am na solo ci dundu doomu aadama dans l'autre partie xaalis mën na jur musiba je n'ai pas commencé par dire wante xaalis je vais dire que xaalis mën na jur musiba est-ce que vous voyez bien une phrase introductive pour, comme son nom l'indique, introduire l'idée. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Ne vous compliquez pas la vie, soyez simple et vous allez vous en sortir. Vous êtes affolés pour l'instant et il n'y a pas de raison. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà. Et puis de grâce, arrêtez de mettre toute une deuxième phrase qui va vous créer une relation entre ce que vous venez de dire et le sujet lui-même. Mais mettre la définition de la littérature et immédiatement aller poser le sujet, ça pose problème. Dans le cas du sujet que je viens de donner tout à l'heure, je sais que c'est un sujet qui parle d'une fonction de la poésie. Je sais que celui qui a parlé, ce qu'il a dit est problématique dans la mesure où il est systématique, il est catégorique. Je sais que c'est sa position. Et quelqu'un d'autre peut avoir une autre position. Et c'est souvent le cas. Donc je vais partir du manque d'unanimité autour des fonctions de la poésie. Et je parle rapidement de ça dans une phrase, et ça me sert d'amorce ou bien de mise dans un contexte général. Je mets le sujet dans... bien le mot controverse. Voilà. C'est pas controverse. Controverse. C'est O au lieu de E. Hein? Donc vous parlez de ce controverse-là autour des fonctions de la littérature, et ça vous sert véritablement de mise en... comment vous dites? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous pose cette question-là. Non, pas de mise en contexte. Ça va vous servir d'amorce. Il n'y a pas quelqu'un qui voulait poser une Donc question. lorsque vous mettez le sujet dans un cadre général, c'est comme ça qu'on fait une amorce. Au lieu de passer tout votre temps à définir la littérature. Je trouve une idée qui mérite d'être commentée. Je commente, j'explique cette idée. Et comme un commentaire, toute idée qui est émise doit être justifiée, je dois relever dans le texte des passages qui justifient cette idée. Maintenant, ces passages peuvent être soit dans le premier vers, dans le deuxième, ou peut-être dans les autres vers. Mais l'essentiel est que on n'a pas le droit de sortir de la partie. Tant que vous avez la possibilité de trouver des éléments dans la partie qui peuvent aider à expliquer cette idée-là, vous pouvez citer ces passages-là pour la justifier. Je donne un exemple. Le poète a commencé par dire « il neigeait ». Il neigeait. Point. On était vaincu par sa conquête. Si vous faites la remarque, il y a dans ce vers-là combien de propositions? Il y a combien de propositions? Il y a 2 propositions. Il y a il neigeait, ensuite on était vaincu par sa conquête. Et vous remarquez également que ces 2 vers sont de mesure, ces 2 propositions ne sont pas égales, n'est-ce pas? La première proposition, il neigeait, est plus courte. Non seulement c'est plus court, mais il y a un signe de ponctuation qui la sépare de la suivante. Et ça, le poète ne l'a pas fait sciemment. Il y a une explication. Il neigeait. Et quand on lit tout le poème, on se rend compte que on est en face des soldats de Napoléon qui viennent de perdre une bataille, ce qu'on appelle la bataille de la Bérésina, la campagne de Russie qu'ils ont perdue. Maintenant, ils battent retraite. Et ils sont confrontés à la neige, surtout et au froid. Donc ce n'est pas un hasard si le poète commence
par cette proposition-là. L'isolement, la volonté manifeste d'isoler cette proposition, cette courte proposition, c'est pour mettre en évidence la neige, la forte présence de la neige. Vous voyez que dès le départ, quand j'explique le premier vers, j'explique l'idée que je trouve dans ce vers. Et je constate également que cette idée de la forte présence de la neige se manifeste ailleurs. Puisque la proposition va revenir plusieurs fois. Ça va être répété 3 fois ou 4 fois. Ce qu'on appelle, comment on appelle cette figure? C'est l'anaphore. Voilà. Donc, si je dis que dès le début du texte, Victor Hugo isole la première proposition du vers, il neigeait, pour mieux insister sur la forte présence de la neige. C'est ça l'idée que j'ai trouvée. Et pour justifier maintenant cette idée, je peux mettre la proposition, mais je peux ajouter aussi d'autres éléments que j'ai trouvés par la suite, dans la même partie. C'est ça qu'on appelle commenter par unité de sens. Et non pas commenter vers par vers. Donc, il faut commenter. Vous voyez, il neige et revient plusieurs fois. Ok? Vas-y. Jusqu'au commentaire. Jusqu'au commentaire, oui. Bon, je reviendrai après sur la première partie qui concerne l'examen du paratexte. Mais comme j'étais en train d'expliquer une idée, je peux revenir sur ça. Oui. Donc, je retiens l'anaphore qui vient montrer davantage cette idée de la forte présence de la neige. Mais à côté de cela, je constate également autre chose qui me permet toujours de justifier cette idée-là. Et c'est quoi? Ce sont les champs lexicaux. Les champs lexicaux qui portent en commentaire de texte et de ne pas être bien en dissertation. C'est impossible. On peut être également spécialiste en résumé suivi de discussion et ne pas être bien en dissertation. Ce qui veut dire que l'élève, quand il sait faire une dissertation ou un commentaire, forcément, il doit avoir des aptitudes en commentaire ou en résumé suivi de discussion. Forcément. Mais non, c'est parce qu'on ne s'entraîne pas dans telle ou telle technique qu'on a ces problèmes-là. Je voudrais juste ajouter peut-être à ce que M. Ban a dit, qu'il nous arrive souvent de corriger une copie et de voir que l'élève termine de traiter son commentaire sans pourtant préciser le type de commentaire choisi. Là, vous avez des problèmes. Vous ne pouvez pas choisir le commentaire composé, traitez votre commentaire composé et nous laissez la nature de choisir le commentaire choisi. Vous précisez dès le début que vous faites le commentaire suivi ou le commentaire composé. C'est au choix. Maintenant, quand vous décidez de faire le commentaire suivi, vous mettez commentaire suivi et vous traitez. Ce n'est pas à nous de voir à partir du plan le commentaire que vous avez fait. Donc ça, c'était une précision. Alors, concernant la dissertation, on va revenir rapidement sur les aspects de la méthodologie, très rapidement, parce que c'est quelque chose que vous avez déjà. Mais nous allons rappeler aux élèves ce qui les attend par rapport à la méthodologie. Une dissertation, dans sa technique, comporte 3 grandes parties. C'est les mêmes que le commentaire, c'est les mêmes que la discussion qui suit le résumé de texte. C'est une introduction, c'est un développement, c'est également une conclusion. Ce que vous avez appris en classe, en dissertation, en introduction, c'est exactement ce que vous allez avoir ici. Dans une introduction de dissertation, il faut d'abord un sujet, peu importe le contexte que vous utilisez. L'essentiel, c'est de trouver un prétexte pour entrer dans votre sujet. Le prétexte, vous êtes libre de le chercher n'importe où. Vous êtes libre de le chercher n'importe où.
L'essentiel, c'est que ce soit un prétexte qui vaille par rapport au sujet auquel vous avez affaire. Si on parle de poésie, libre à vous de partir de là où vous voulez, mais venez-en à la poésie. Si on parle de roman, libre à vous de partir de là où vous voulez, mais vous en venez au roman. Idem pour la littérature, pour le théâtre ou pour n'importe quoi. L'essentiel, c'est que l'on parte d'un contexte général pour en arriver tout simplement à ce contexte particulier. Alors ça, c'est amener le sujet. Il faut poser un problème. C'est la phase de reprise du sujet et de sa reformulation. Cela ne veut pas dire la problématique. C'est après cela qu'il convient de dégager une problématique, parce que toute thèse, encore une fois de plus, que ce soit clair dans toutes les têtes, il n'y a pas de thèse qui ne soulève pas un problème. À vous de mettre à nu ce problème-là et de l'exposer. Ce problème-là revient à quoi? C'est un projet de réflexion que vous construisez. Vous avez un projet de réflexion qui doit apparaître à travers la mise à nu des éléments d'ambiguïté du sujet. Cela constitue la problématique du sujet. Après ça, nous allons élaborer notre plan. Le plan, ce sont les axes de réflexion. Pistes que nous proposons par rapport à notre projet de réflexion. On a un projet, et c'est quoi? C'est résoudre une situation qui nous est présentée par rapport à un point de vue. Maintenant, il faudrait qu'on trouve des axes pour résoudre cette situation-là. Les axes peuvent être des axes interrogatifs, directs. Ça peut être également des déclarations à travers un style indirect. Mais quoi qu'il en soit, il doit être annoncé sans lourdeur. De façon très simple, on annonce les axes du plan. Et on verra tout à l'heure, avec les consignes améliorées, comment est-ce qu'il faudrait se comporter par rapport au plan. Alors, l'introduction étant, nous allons la phase de production maintenant. Cette phase de production requiert de la part de l'élève plusieurs aptitudes. Il faut d'abord une maîtrise de son sujet, il faut ensuite une maîtrise de la technique, et de par cette maîtrise de la technique, il faut une maîtrise du texte argumentatif. Parce que votre objectif, c'est quoi? C'est amener le correcteur à être convaincu de ce que vous dites, à être persuadé de ce que vous dites, et vous l'amenez également à être libéré d'une pesanteur qui pèse chez lui. Alors, ce faisant, vous avez l'obligation d'agir sur plusieurs entités chez le correcteur. Certains seront tentés de me dire, monsieur, mais convaincre reviendrait à la même chose que persuader. Non. Vous essayez de convaincre parce que vous touchez la raison de M. Bach. Vous essayez de toucher la raison de Mme Diop ou de M. Chab. Là, vous essayez de les convaincre. C'est avec des arguments plausibles, c'est avec une pertinence caractérisée, c'est avec une logique sans commune mesure que vous allez arriver à les convaincre. Mais les persuader, ça demande quoi? De toucher les sensibilités ou les sens des uns et des autres. Ce qui veut dire simplement que votre objectif, il n'est pas aussi facile mais difficile. On peut toucher les sensibilités de n'importe qui et de n'importe quelle manière. Alors, donc par rapport à cela, l'argumentation doit être logique, cohérente et pertinente, mais le canal utilisé doit être un canal très clair. Ou c'est dans l'induction, ou c'est dans l'analogie, ou c'est dans la déduction que nous allons faire notre travail. Selon un circuit purement argumentatif qui repose principalement sur la construction de paragraphes argumentatifs. Alors, notre développement, nous verrons cela tout à l'heure, est composé de parties, mais dans chaque partie, nous devons avoir des arguments de développer. Et comment est-ce que nous allons développer ces arguments? Nous allons nous servir du schéma argumentatif à travers un paragraphe argumentatif. Et un paragraphe argumentatif, il comporte forcément une idée qui sont expliquées à travers des arguments, mais qui est soutenue à travers des illustrations. Une idée sans des arguments, ce n'est pas une analyse.
Une idée plus des arguments sans des illustrations, ce sont des affirmations gratuites. Cela voudrait dire quoi? Qu'il faut, dans la construction d'un paragraphe, une idée directrice, accompagnée d'arguments qui développent cette idée directrice, mais qui sont soutenus par des preuves plausibles qui viennent renforcer votre argumentaire et qui donnent toute la quintessence à votre discours. Alors, on revient à la conclusion d'abord. La conclusion, comme en conclusion de commentaire, ça clôt le débat ou la discussion. C'est d'abord la phase de synthèse ou le bilan global de l'analyse. Et le bilan de l'analyse, on le fait en se servant. Vous vous rappelez que dans le développement, aussitôt après chaque partie, vous avez terminé par ce qu'on appelle une conclusion partielle. On verra cela avec le schéma du paragraphe argumentatif. Et ces conclusions partielles que vous faites vont vous servir de support pour faire la première partie de la conclusion qui également se réalise en un seul paragraphe. Alors, après cette étape de la synthèse ou du bilan de l'analyse, il y a également ce qu'on appelle l'opinion ou le jugement. Un jugement n'est bon que lorsque le je disparaît. Vous n'avez pas besoin de dire « moi, à mon avis, il est haïssable ». Réfugiez-vous derrière le nous de convenance, réfugiez-vous derrière le « on » pour dresser votre jugement. Après ça, vient la perspective ou l'ouverture. C'est une partie intégrante de la conclusion. Encore une fois de plus, je rappelle que c'est une partie intégrante de la conclusion, mais si la perspective est de nature à ne pas s'inscrire en droite ligne avec l'idée développée, le sujet, taisez-vous de l'affaire. Comme parce que ce que vous devez dire doit corroborer le sujet ou doit s'inscrire en droite ligne avec l'analyse que vous avez déjà effectuée. Alors, si on prépare un sujet, si on a par exemple un sujet, je prends par exemple un sujet